Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le Collimateur et Paroles d'Histoire, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, comme toujours en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous. On a le plaisir aujourd'hui d'être avec Laurent Vessière, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ECPAD, l'établissement cinématographique et photographique. Non, pas du tout. Dites-moi de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Je suis resté sur la version 1915. Sur la version, voilà. C'est pour ça. Et Constance Lemont-Louvet, bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc aussi à l'ECPAD, au pôle de diffusion culturelle, et vous avez signé le livre de photographie Germaine Canova, photographe de guerre, dont on va parler, donc un ouvrage publié par l'ECPAD dans le cadre de ses missions de diffuser tout un patrimoine iconographique, photographique d'une grande importance. On va reparler de l'institution et en parler à travers ce livre qui a beaucoup d'intérêt. Mais on peut peut-être juste rappeler, c'est vraiment l'organisme qui prend des photos, qui prend des films autour des armées depuis extrêmement longtemps et qui ensuite est chargé de le diffuser. Donc c'est une institution extrêmement vénérable que les militaires connaissent souvent, que les chercheurs connaissent beaucoup et sur laquelle on reviendra, mais qui est vraiment une sorte de continuité sur tout ce qui est production audiovisuelle, sur des faits militaires, disons, au cours du XXe siècle, quoi. Tout est dit. C'est les soldats de l'image ? C'est ce qu'on appelle, oui, communément, depuis quelques années, les soldats de l'image. Voilà, avec des collections qui sont très intéressantes, au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, même si là on va parler évidemment avant tout de la Deuxième Guerre mondiale, avec ce livre, donc un livre de photos d'une photographe, ça a évidemment son importance, Germaine Canova, qui est un livre qui est très intéressant à la fois pour ce qui est représenté, la fin de la Deuxième Guerre mondiale en France et en Allemagne et au-delà sur les théâtres européens de la guerre, mais aussi pour la personnalité de la photographe, parce que à travers tout le livre, on sent une tension entre quelqu'un, on va y revenir sur sa biographie, mais qui a fait des photos très posées, très léchées en studio, puis qui tout d'un coup se trouve sur le front, dans des conditions d'immédiateté de la guerre, qui donnent des photos très, très originales. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot, l'un ou l'autre, de cette photographe et de comment finalement ce fond qui sommeillait depuis longtemps au Fort d'Ivry, si je ne me trompe pas, est arrivé jusqu'à vous et comment vous en êtes emparé? C'est quelque chose c'est pas quelqu'un qui était très visible ou qui était connu avant il y a quelques années. Oui, absolument. On a toujours connu Germaine Canova dans les registres de légende dans nos archives. Elle était toujours identifiée comme Madame Canova, reporter. Néanmoins, quand on cherchait des informations, on ne trouvait absolument rien. Et puis un jour, enfin, on a trouvé son nom de jeune fille, ce qui nous a permis en fait de tirer un peu la pelote de laine, commencer à avoir un nom. Elle s'appelait Germaine Austin. Et donc à partir de là, on a pu commencer vraiment à s'intéresser à sa biographie, à son parcours. Et puis, c'est vrai que les commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération ont permis aussi de prendre davantage de temps pour analyser son travail. Et donc, c'est pour ça qu'on en a profité vraiment pour retracer son parcours vraiment pendant la guerre. Il y a un truc assez marrant parce qu'elle sort un peu de nulle part. Enfin, elle arrive à Londres en 1942 où il y a plein de photos. Enfin, après, c'est l'objet du livre, mais elle produit énormément. Puis après, elle disparaît. Vous dites, elle tient un bar tabac vers Chartres, quoi. Il y a un tout en ayant côtoyé un peu les grands de ce monde, du monde glamour, de la mode. Mais il y a un côté, c'est une sorte de parenthèse, la guerre, où elle produit énormément et où son travail est important, mais elle vient un peu d'ailleurs et ensuite elle repart ailleurs. Enfin, elle va pas faire, c'est pas Lee Miller, quoi. Elle va pas faire un truc météorique. Après, elle part sur autre chose, quoi. Alors, elle est photographe professionnelle à Londres. Elle a un studio, elle fait des portraits et pas mal de l'intelligentsia londonienne aussi, puis du monde des artistes. Mais c'est vrai que ça a noté que sa plus grosse production photographique connue, finalement, c'est pendant ces périodes de guerre. Parce qu'elle fait toujours un peu de photographie, avant, pas mal. Et après, mais ce qui nous reste aujourd'hui en termes de corpus et d'archives, c'est vraiment sa période qu'elle a fait pour le service cinématographique de l'armée. Laurent Vessière, la photo de guerre au féminin, c'est une thématique qui est de plus en plus mise en avant. Il y a une exposition il y a quelques mois, je crois, qui parlait de ces photographes. On connaît Gerda Taro, Alexandre a cité Lee Miller. Il y a aussi des femmes françaises qui ont été impliquées. Et d'ailleurs, dès la Première Guerre mondiale dans certains pays. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette figure féminine de la photographe de guerre ? Pour la France, c'est une précurseur, incontestablement, d'abord, il n'y a pas d'autres femmes françaises, je crois, dans la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres. C'est cette Deuxième Guerre mondiale où on voit d'autres femmes. Il y a Germaine Krull, bien entendu, à qui on pense. Mais il y a aussi Brigitte Schreiber, une servante Schreiber, plutôt connue sous ce nom-là, qui fera ensuite une carrière politique, elle.
Et puis après, il va falloir attendre très très longtemps, les années 70, 80, pour qu'on commence à réavoir une femme photographe dans les armées, je parle bien. Et puis encore un peu plus tard, pour les voir vraiment d'un point de vue opérationnel. Et c'est seulement il y a 7-8 ans qu'on a pu projeter sur un théâtre d'opération une équipe. Parce qu'une équipe, c'est toujours 3 personnes, un officier, image, un caméraman et un photographe. On a pu projeter une équipe totalement féminine. Peut-être replongeons donc dans le parcours de Germaine Canova. Donc, je l'ai dit, vous l'avez dit aussi. En gros, en 42, on la voit apparaître à Londres parce qu'elle a un studio de photo à Baker Street et elle prend en photo de Général de Gaulle. Mais avant, qu'est-ce qu'on sait d'elle ? Alors, on sait qu'elle est née en 1902 à Boulogne-sur-Mer, d'une famille relativement modeste, un papa boulanger, qu'elle était très férue de piano, voilà, mais qu'elle s'est émancipée assez jeune, après avoir vécu la guerre en tant que spectatrice, la Première Guerre mondiale. Elle se marie assez jeune avec un anglo-saxon, on ne sait absolument pas grand-chose, un journaliste écossais. Et puis après ce premier mariage, en fait, elle rencontre un autre homme, voilà, un Tchèque qui est marchand de verre de Bohême et qui vient de Prague. Et ils s'installent tous les deux à Londres. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une Française, mais établie à Londres. Et on sait que c'est un couple qui voyage quand même assez européen, qui va beaucoup dans les Alpes, qui va à la mer, voilà, qui profite vraiment de cet entre-deux-guerres un petit peu, on va dire, fantasmé sur l'image. Voilà, et elle va apprendre d'ailleurs la photographie à Vienne. Son mari aussi, Otto Kahn, il est aussi photographe et lui aussi il va y avoir son petit studio après en banlieue de Londres, lui. Qu'est-ce qu'on sait politiquement de ce couple qui est très cosmopolite, tchèque, avec des ancrages en Europe centrale, installé à Londres. On suppose, vu la trajectoire ultérieure, on rejoint la France libre, que c'est des gens qui ont des sympathies pour les démocraties qui sont hostiles au nazisme. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur de quel côté ils penchent au moment où la guerre approche, la guerre se déclenche ? Non, effectivement, ce sont que des suppositions, mais qu'on peut supposer que tout à fait vraies, étant donné leur positionnement pendant la guerre, étant donné que lui, il a vraiment soutenu aussi le gouvernement tchèque qui avait émigré à Londres aussi pendant la guerre. Et étant donné, ses revendications vraiment anti-nazis, anti-Bosch même, je pense, comme on pourrait le dire à l'époque, voilà, on peut présupposer qu'évidemment, ils étaient tout à fait inquiets de la situation des années 30 en Europe et de la perte des démocraties. On peut dire il y a quelque chose d'un point de vue technique à détailler, puisque vous l'avez dit, c'est un studio de photo qu'elle avait, et ça renvoie à l'époque du studio, à l'époque où la photo était posée de manière assez longue, qui n'est pas d'ailleurs terminée au moment où la guerre éclate, puisque vous l'écrivez quelque part. En fait, c'est une grande demande, les portraits, pour du fait des séparations pendant la guerre. Les gens veulent se faire tirer le portrait pour le donner à leurs proches. Et en même temps, c'est aussi, de toute évidence, les débuts du photojournalisme, je ne sais pas, du photoreportage en tout cas, qui avait déjà commencé avec la guerre d'Espagne, on peut penser à Robert Capa, etc. Mais là, on sent quand même, d'un point de vue technique et d'un point de vue du coup de l'implémentation de ça, on est quand même sur une période charnière, sur une période de basculement, sur qu'est-ce qu'on fait de cet appareil, cet outil qu'est l'appareil photo et comment on documente par rapport à ça, quoi. Oui, tout à fait. Surtout que, elle avait l'habitude en studio d'être, il y a question d'un appareil fixe, voilà, qui est posé avec des lumières, etc. Et finalement, avec son relais flex en campagne, elle va plutôt bien s'en sortir. Donc, on sent quand même la maîtrise vraiment du cadrage. Elle est aussi dotée, comme tous les opérateurs du SCA, d'un second appareil. Il travaille à la fois avec un appareil carré, qui fait des formats carrés en relais flex, et puis un Leica en 24-36 qui permet des vues peut-être différentes, avec des angles un peu plus grands, et sur lequel on sent qu'elle est un peu moins habituée d'ailleurs sur ces pellicules. Alors, vous avez mentionné le SCA, elle ne rejoint pas tout de suite cette institution, et d'ailleurs, Laurent Vessière, se dire un mot de ce qu'est le SCA à cette époque, parce que à Londres, évidemment, il y a le général de Gaulle qui essaie de recréer autour de lui, autant que possible, un appareil d'État, une institution militaire, avec au départ très peu de moyens et du bricolage. Et initialement, en fait, le vénérable déjà service cinématographique des armées, il est resté en France occupée, ou en tout cas il est vichiste. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre pour que d'une certaine manière il y ait eu une scission, où il y a eu un renouvellement de l'institution ciné-photo des armées? C'est une histoire d'une grande complexité sur laquelle on travaille beaucoup. Justement, Constance le disait, on a commencé à l'occasion du 80e anniversaire. On ne redécouvre pas le fond, mais on se met à travailler différemment sur son histoire. Et le fonds d'archives, mais aussi évidemment le producteur, le service cinématographique.
c'est assez complexe et c'est assez fidèle finalement au destin de l'armée française. C'est-à-dire que le service cinématographique est recréé vraiment sous sa forme très forte en 1939 au moment de la drôle de guerre. Il va produire les journaux de guerre qui vont avoir un succès important parce que les Français se jettent dessus pour avoir des nouvelles du front. C'est lui qui filme toutes ces séquences qu'on a de la ligne Maginot, des casemates, des trains, Dunkerque aussi, tout ce qui est parfaitement très lisse au début et puis moins lisse vers la fin évidemment parce que la situation se gâte. Le numéro sur Dunkerque est assez étonnant d'ailleurs. On voit la débandade, même impossible pour le caméraman de masquer la situation. Même si le propos, lui, par contre, est beaucoup plus positif sur un retrait en bonne et due forme. Mais voilà, donc quand l'armistice est signé, eh bien, le service refond, je dirais, ils font une portion congrue et va faire partie de l'armée d'armistice. Il va déménager plusieurs reprises, il va aller à Marseille, à la Bourboule, enfin revenir à Vichy, enfin... Il va un petit peu bouger partout en France. On aime bien la ville d'eau, quand même. Toujours. Et, d'eau ou de pastis, avec Marseille, les deux. Et voilà, donc il va faire vraiment la propagande du maréchal Pétain. Vraiment, on a un service qui est mis en tout cas. Je ne sais pas s'il se met, mais il est mis totalement au service de la propagande de l'État français. Et puis C'est-à-dire que le maréchal Pétain, ne dénignons pas d'être pris en photo de temps en temps, il y avait non mais c'est vrai, le Vichy s'est beaucoup prêté à ça, donc le fait d'avoir un SCA plus ou moins fonctionnel, il y avait de l'emploi, quoi. Alors, d'autant que si on rentre dans les détails, il y avait également un service cinématographique de la marine et un autre de l'armée de l'air qui ont fonctionné aussi en même temps. Et par exemple, on a dans le fond du service cinématographique de l'armée de l'air une prestation de serment des préfets à Vichy. Voilà, donc on ne s'attend pas à ça forcément. Et pourtant, on tombe là-dessus et c'est en ça que le fond est particulièrement intéressant. Et comme vous le disiez, on se retrouve aussi à Londres avec un général de Gaulle qui a besoin d'images et qui va très 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 vite recruter des photographes autour de lui. Et on imagine qu'il n'a pas du tout envie de dépendre des Britanniques, à plus forte raison pour son image. Déjà que la BBC, c'est un peu compliqué et que les relations sont complexes. C'est pas toujours simple. Donc il recrute des photographes. Là aussi, on a peu de renseignements sur comment ça se constitue autour de lui, comment il travaille. Ce que l'on sait par contre, c'est que dès 1942, a priori, il y a un service cinématographique de la France libre, que ce soit en Syrie, que ce soit à Brazzaville. Brazzaville, où on retrouve Germaine Krull, qui n'a jamais fait partie du service cinématographique, mais qui n'empêche dirige le service photographique local. Enfin, voilà, on sent tout ça se mettre en place, et puis c'est à partir vraiment du débarquement des Alliés en Algérie que le service va se recréer progressivement et absorber au fur et à mesure de l'avancée de l'armée française les services dissidents, etc. Mais c'est assez intéressant parce que ça renvoie à la nature de la France libre et au côté start-up qui s'épaissit très rapidement, quoi. Enfin, c'est-à-dire, tout de suite, il y a ce souci de communiquer, tout de suite, il y a ce souci de se doter des organes similaire à ce qu'on sait d'une armée, etc. Enfin, voilà, il y a un côté où on ne peut pas faire les choses dans l'ombre, il faut tout de suite avoir une force d'impact communicationnelle, et pour ça, il n'y a pas de choix, il faut des photographes, quoi. Le général de Gaulle, là-dessus, sur ce sujet, est absolument représentatif aussi de cela, parce que alors là aussi on peut raccrocher à Germaine Canova. Il se fait prendre en photo par elle à Londres, et il a pourtant des photographes autour de lui qui sont déjà sous uniforme. Donc comment tout ça s'organise, on ne le sait pas, ça reste encore un beau sujet de recherche. Mais oui, la France libre va utiliser l'image très rapidement. C'est aussi une guerre de l'image, la Deuxième Guerre mondiale, tout à fait. On peut préciser, donc elles sont présentes. Je mettrai certaines photos dans la version vidéo. C'est une photo absolument, j'allais dire cliché, mais vraiment qui est vraiment, il est en train de lire un grand truc avec une grosse croix de Lorraine, on a l'impression au coin du feu. Je ne sais pas quoi faire de cette image. Je suis pas sûr qu'elle ait un grand intérêt. Si ce n'est que la croix de Lorraine nous est familière, et l'était moins au moment où la photo est prise et diffusée. C'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension performative. On fait exister quelque chose qui n'est pas encore tout à fait aussi agissant que pour des gens qui ont vu 50 000 croix de Lorraine dans tous les manuels d'histoire depuis 80 ans, évidemment. C'est vrai, mais force est de constater qu'il y a quand même un grand décalage entre la qualité et l'intérêt de ces premières photos de studio qu'on a vues. Enfin, on a l'impression toutes de voir des photos de président de la République, de la Troisième République. Voilà, ok, très bien. Et bon, après, il y a un moment où elle débarque en Normandie. Et là, ça s'accélère un peu. Il y a un intérêt documentaire qui monte en flèche, disons ça comme ça.
Ah bah, tout à fait, au début c'est vraiment... et puis elle est engagée pour ça, pour faire de la photo statique, de portraits d'officiers, de généraux, à leur bureau. Donc voilà. Bon, c'est à noter, il y a un des tirages de la photo de Gaulle qui est dédicacé. Elle est au musée lors de la Libération et le général de Gaulle signe à Germaine Canova, à Madame Canova, photographe notoire et bonne française. Voilà, 19 décembre 1942. C'est un très bon brevet. Mais peut-être que le brevet était nécessaire pour l'épouse d'un Tchèque, après tout. Peut-être qu'il fallait... on pourrait se poser la question. Il faut dire aussi peut-être un mot du milieu dans lequel elle gravite à Londres, parce que c'est intéressant. Il y a, à travers ses activités photographe, elle était en lien avec des gens du monde de la mode, du magazine Vogue notamment. À travers ce magazine Vogue, et l'une de ses amies, l'époux de celle-ci, c'est Romain Gary, ou un ami de celle-ci, c'est Romain Gary, Romain Casset, Romain Gary, aviateur de la France libre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des connexions qui sont à la fois amicales, professionnelles, politiques, qui se font dans ce tout petit monde, que sont les Français et les francophiles de Londres. Tout à fait, mais je pense qu'il ne faut pas oublier le fait que c'est une photographe française à Londres, et donc qui forcément raccroche un réseau, qui veut raccrocher un réseau. On va bien le voir après avec son parcours, qu'elle va s'engager de plus en plus loin finalement pour cette France libre et cette France combattante. Donc elle peut aussi être identifiée comme une photographe vraiment par les officiels, pour dire on va travailler avec une Française, doit bien y avoir quelqu'un dans Londres qui pourrait travailler pour nous. Bon, ensuite, c'est la grande phase. Donc, il y a le débarquement. On n'a pas ces photos du débarquement, mais on a des photos déjà de la côte atlantique. Et puis, c'est le moment où on commence à avoir le fond. Donc, est-ce qu'on peut dire, globalement, comment elle s'inscrit dans tout ça ? Bon, on imagine qu'une femme a probablement pas débarqué avec le commando Kiefer dans les tout premiers temps. Mais voilà, comment est-ce qu'elle arrive et comment ensuite est-ce qu'elle s'inscrit, elle s'insère à cet appareil de la France libre qui est lui-même très embryonnaire, enchâssé dans le dispositif américain, etc. Tout à fait. On pense qu'elle prend la décision de partir en France au moment du débarquement de Normandie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans les premières phases, bien évidemment. Elle est embauchée par personne à ce moment-là pour suivre cet événement. Et de toute façon, on peut quand même penser que son réseau lui permet de traverser la Manche. Chose qui ne doit pas forcément être aisée, au plein milieu du mois d'août, de dire qu'on va arriver à débarquer en Normandie. Et finalement, au début, elle travaille pas officiellement pour un service reconnu. Mais c'est qu'à partir de septembre, finalement, 1944, qu'elle signe pour l'Office français d'information cinématographique, qui est un peu le pendant civil du service cinématographique de l'armée. Et c'est intéressant parce que c'est le côté un peu à l'arrache qu'on connaît dans toutes les zones de guerre. C'est-à-dire dans toutes les zones de guerre, toujours, depuis qu'il y a de la photo, les gens débarquent, prennent des photos, font des trucs, savent pas à qui ils vont les vendre, et puis à un moment, ils sont récupérés ou pas, intégrés ou pas. Et là, c'est ce qu'on voit vraiment, quoi. Elle débarque. Elle prend des photos et puis à un moment ça va devenir un peu plus officiel, quoi. On sait qu'elle va à Paris bien sûr suivre la libération de la ville, mais pour autant on n'a pas découvert de photographie sur cet événement pris par elle. Et on sait aussi qu'elle va par contre chercher des membres de sa famille qui ont dû quitter Paris. Voilà, elle va les retrouver dans l'Eure, un peu plus loin. Voilà, à la toute fin du mois d'août, probablement pour une fois rassurée. Elle va aller proposer ses services officiellement au sein de l'OFIC. Alors on voit quand même qu'elle n'est pas marginale malgré tout parmi les photographes de cette époque, parce que dès le 15 septembre 1944, il y a des grandes photos d'Eisenhower à l'Arc de Triomphe, et des photos vraiment directes à quelques mètres de lui. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas quelqu'un qui est relégué aux marges, elle est quand même au cœur des événements politico-militaires et de leur mise en scène dès ce moment-là, même si on est dans une phase où elle est avec des armées dans des territoires déjà sécurisés et déjà libérés. Et ça contraste avec la phase suivante, qui est assez fascinante. C'est le mois d'octobre 1944, parce qu'on la retrouve au maquis. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, autant qu'on le sache, ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé. Elle travaille pour l'OFIC, donc le 15 septembre, les photographies qu'elle fait sous l'Arc de Triomphe du général Eisenhower. Pour le même organisme, elle part 2 semaines plus tard, tout début octobre, quelques jours, suivre donc des groupes de combattants du maquis dans le sud-ouest. Et c'est vrai que ça montre sans doute un engagement sans faille. Peut-être qu'elle ne réalisait pas effectivement ce qu'elle allait voir et vivre non plus. En tout cas, c'est sans doute un basculement
basculement vers une nouvelle étape finalement de sa production, de des choses beaucoup plus protocolaires et beaucoup plus figées, et des choses beaucoup plus vivantes de fait de l'action qui se déroule et de ce qu'elle va vivre. Et elle va d'ailleurs, on a retrouvé un témoignage écrit où vraiment on sent qu'elle vit cette expérience comme quelque chose d'un peu qui l'illumine un petit peu sur son rôle et ce qu'elle peut faire, une révélation absolument. Merci sur ce que la photographie, est-ce qu'elle va pouvoir apporter aussi finalement en tant que photographe dans ce conflit. Oui, je pense qu'on peut citer un extrait de ce texte. Je crois que c'est un brouillon qui a été conservé par la famille d'une lettre donc d'octobre 1944 où elle raconte d'abord « Vous ne me reconnaîtriez pas » et ce qui indique ce changement d'identité. Et puis ensuite « J'ai eu le feu au cul, des grenades aussi, j'en ai vu tomber raides à 2 mètres de moi, d'autres la gueule transpercée d'éclats de grenades, des jambes sanglantes disparaître en vitesse. J'en suis sorti indemne par une chance inouïe. » Et puis, ce passage très, très personnel, « Je sais ce que c'est que de faire du plat-ventre pendant 500 mètres à découvert et en jupe rouge, un appareil de photo balancé sous pullover, couteau ouvert afin de couper la lanière en cas de prise par les boches. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce couteau ouvert pour couper la lanière ? Il ne fallait pas que les clichés tombent dans des mauvaises mains, Laurent Messier ? Je crois que c'est un grand continuum, ça, de la photographie militaire. C'est-à-dire que pour ces photographes, encore aujourd'hui, même si aujourd'hui ce sont de vrais combattants qui sont à la fois armés et équipés d'appareils photo, de caméras, c'est une arme. L'appareil photo est une arme, la caméra est une arme, donc elle ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi. Et l'exemple le plus célèbre, c'est forcément Schoendorfer à Dien Bien Phu, qui préférera casser son appareil, détruire ses bobines. Alors, il y a toujours le mythe, est-ce qu'elles ont vraiment été détruites, est-ce qu'elles n'existent pas encore quelque part ? Mais en tout cas, ça illustre bien en tout cas ce phénomène. C'est mon arme, elle ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi, donc comme on casse son fusil, on casse son appareil. Après, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, elle le dit peut-être, mais elle le montre pas beaucoup. Ce côté au plus proche des combats, de la ligne de front, des trucs... Enfin, si on regarde... Alors, si on regarde les photos du livre, il y a beaucoup de moments de convivialité, de moments de pause, visiblement de pause opérationnelle où elle photographie beaucoup des troupes coloniales, etc., etc. Il y a des morts aussi, parce que visiblement elle tombe dessus et elle prend les photos. Mais il n'y a pas le côté, caricatural, c'est Robert Capa, Guerre d'Espagne, mais il n'y a pas ce côté prise en feu de l'action qu'on trouve ailleurs. Il y a d'autres photographes qui le photographient, visiblement pas elle. Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas si proche que ça, si souvent de la ligne d'action, ou est-ce que c'est autre chose ? Ah non, c'est autre chose, parce que je crois qu'on peut considérer qu'elle était très proche de la ligne d'action, étant donné qu'on la voit même dans le maquis faire des prisonniers assez proches. Alors, c'est une sélection parmi de nombreuses photos qu'on a pu voir, effectivement, mais qui étaient peut-être un petit peu moins lisibles. Des photos avec des flous, pris dans d'embrasures de porte, où on essaie d'identifier à 20 mètres une position allemande, etc. Ce sont des photos qui existent, et c'est vrai que c'est un parti pris aussi photographique, d'avoir mis des photos qui étaient un peu plus lisibles. Et après, c'est intéressant votre remarque, parce que justement, quand on voit les morts sur les photos dans le maquis, on pourrait considérer qu'ils viennent d'être faits et qu'elle faisait partie du groupe qui était dans... On peut aussi considérer qu'un cadavre a tendance à rester longtemps en place, donc tout à fait. on n'en sait rien. Absolument, on ne sait pas. Il ne faut pas oublier, Constance a retrouvé, on voit Canova dans un film que Constance a réussi à identifier, où elle court, elle est en première ligne, elle court avec des combattants, on la voit vraiment, cette fois-ci au période des combats. Maintenant, que ce soit cette période ou que ce soit une autre... Oui, c'est vrai. Certes, on cite tout le temps Capa, mais Capa, il n'y en a pas 36. Prendre une photographie en première ligne, ça n'est jamais très très simple. Et surtout, à partir du moment où elle est employée par l'armée, où elle doit aussi obéir aux ordres. Et avoir une femme qui prend des photos, on connaît aussi à l'époque ce qu'on peut penser ces soldats, même s'ils vont progressivement, je pense, développer une admiration pour elle, mais en tout cas c'est une femme, on l'a dans les pattes, on est en première ligne, on combat, et en plus elle prend des photos, on s'en fiche quand on est combattant. C'est vrai, mais alors déjà, il y en a plein, on a fait il n'y a pas si longtemps une émission sur le débarquement de Provence, qui est aussi très nourri des images de l'ECPAD, où il y en a beaucoup, et puis par ailleurs, quand on a vraiment envie, il y a toujours une parade qui est de faire refaire. Ah oui, parce que le département de Provence, il y a beaucoup de reconstitutions. C'est ça, qui est fait de faire reposer. Alors, peut-être qu'elles existaient hier, mais celles-là, je les ai pas vues. Il y a quand même la scène de l'assaut avec des maquisards qui courent et qui sont en train d'enjamber un fossé, page 37, pardon. On voit qu'ils sautent sur quelque chose, on ne voit pas s'ils sont sous le feu ou quoi. C'est aussi le propre de la photo de guerre, de ne pas identifier le feu. C'est rare d'avoir le timing parfait de l'explosion. La question que je me posais, c'est d'abord combien il y a de photos dans le livre par rapport au corpus global. C'est-à-dire c'est une sélection que vous avez faite et un peu quels ont été vos choix, des choix de lisibilité, de représentativité, voilà un peu comment vous avez travaillé.
Et puis après, peut-être, je reviendrai des questions pratiques sur comment elle faisait pour prendre ces photos. Alors, l'ouvrage, il est constitué de 157 illustrations, précisément, voilà, dont 120 proviennent vraiment du fonds photographique organique qui est conservé par le CPAD, donc le fonds de terre, qui correspond vraiment à une production qui est commencée en début 43, qui se termine en 46 et qui est vraiment fait par les photographes du service cinématographique de l'armée de terre. Combien elle avait pris de photos sur ce à peu près 1800. Ouais, donc c'est moins de 10% du total. C'est moins de 10%, sachant que sur la période... mais c'est 10% d'une période... Enfin, ça fait quand même beaucoup, finalement, 10% d'une période sur tout le moment de la libération. On va dire de juin 44 à mai 45, elle en fait à peu près 10%. On compte à peu près sur cette période 20-25 000 photographies faites par les opérateurs cinématographiques du SCA. On sait comment ça se passe fonctionnellement. Donc elle prend ses photos... Je sais pas, elle les envoie à Londres, elle les développe elle-même sur place. C'est quoi le processus post-prise de vue pour une photographe de guerre qui, en même temps, on peut imaginer qu'elle peut renvoyer ses trucs, ou bien peut-être qu'elle veut les garder, les choisir elle-même, je sais pas. Alors, le service, il est rétabli à Paris, en fait, à partir du moment où De Gaulle, de toute façon, installe son gouvernement provisoire à Paris après la libération. Voilà, le service, il est à Paris et on n'a pas de traces, nous, chez les opérateurs du SCA, de camps de presse destinés au SCA. On les voit pas aller dans des camps de presse, etc. Ce que l'on sait, par contre, c'est que les témoignages dans les légendes... Des camps de presse, donc ça veut dire, c'est quoi? Il n'y en a pas. Un camp de presse avec des journalistes qui seraient là, comme on connaît, par exemple, pour les Américains, qui, eux, ont des camps de presse, donc, etc. Donc, il y aurait des installations, par exemple, pour développer les photos, etc. Voilà. Nous, on n'a pas de traces ça. Ce qu'on sait, par contre, ce qu'on pense, c'est que, on peut en être sûr, c'est qu'ils envoient leurs pellicules, une fois prises avec les pellicules, par courrier, par n'importe quel moyen qu'ils trouvent sur leur chemin, un train, un avion, une voiture qui repart à l'arrière, au siège. Et on le sait parce que dans des légendes, on dit « je ne sais pas du tout ce que ça va donner, tenez-moi au courant ». Voilà, est-ce que vous allez avoir quelque chose ? Donc ils envoient à la fois les légendes, voilà ce que vous allez trouver sur ces pellicules, j'ai essayé de prendre ça, j'espère que ça donnera quelque chose. Donc c'est des témoignages d'elle que l'on a. Parce qu'on peut peut-être préciser pour les plus jeunes de nos auditeurs que c'est excessivement compliqué de prendre une photo avec de l'argentique, surtout avec les images de l'époque. C'est-à-dire il faut régler l'exposition, il faut régler l'ouverture, etc. Et qu'on mesure assez bien qu'il y a un côté un peu à l'arrache quand on est en pleine campagne et que... c'est-à-dire, il n'y a non seulement aucune instantanéité, évidemment, mais en plus, il y a une grande variété d'aléas pour la qualité de la prise de vue qui sont probablement difficiles à imaginer pour aujourd'hui. Et qui vient aussi de vue, la bobine peut être exposée. Par inadvertance. Et puis une pellicule, ça se périme. Donc la France, qui est aussi beaucoup équipée sur ces matériaux-là par les Alliés, récupère pas forcément des stocks très neufs, de pellicules, et peut avoir des des pellicules qui, quand ils font la photo, sont déjà un peu périmées. Donc ça sont déjà altérées finalement. Donc des fois, c'est pour ça on a des flous. On voit bien que c'est pas censé être flou, mais voilà, la pellicule est abîmée. Il y a quelque chose de très intéressant, si on en vient maintenant au discours photographique lui-même, à qu'est-ce qui est produit comme image de la guerre, c'est que on pourrait avoir tendance à se dire, on affronte l'Allemagne nazie propagandiste, et puis les démocraties vont produire des images sincères, parce que c'est la nature de la démocratie. En fait, les choses sont toujours plus compliquées, parce qu'il y a évidemment un propos politique, surtout pour une institution comme la France Libre, le gouvernement provisoire de la République française, qui est en train de se constituer, de s'enraciner, qui a besoin de produire des images, et qui a besoin de produire un récit pour se légitimer. Et du coup, on s'aperçoit que ces photos, il y a une part évidemment non négligeable de mise en scène, d'accompagnement du discours des autorités. Alors, on le voit à plusieurs thèmes. Peut-être qu'un thème qu'on peut prendre, c'est aussi bien un thème d'ailleurs qu'un choix. Le choix d'aller en Alsace. Au moment où la Deuxième Guerre mondiale se termine, c'est évidemment un front où combattent les troupes françaises, mais il y a aussi une signification qui est haute. Je pense à cette photo où on voit la photographie d'un instituteur qui est en train d'apprendre à un malheureux petit Alsacien germanisé de force pendant des années que Einsaal, ça se dit une salle de classe, et que l'instituteur va refranciser ce malheureux arraché aux griffes nazies. Bon, on en sourit, mais il y a évidemment un propos politique qui est très net derrière.
Ah oui, complètement, hein, mais c'est complètement assumé, c'est-à-dire qu'elle est là aussi, Germaine Canova, comme tous les opérateurs du SCA, sont là pour répondre au discours, aux besoins du discours gaulliste, voilà, du gouvernement provisoire. Et il y a certains messages et certaines images, des images d'Épinal, donc des Alsaciens notamment, qui doivent vraiment ressortir en première ligne en première intention, ça c'est certain, et c'est des sujets qui reviennent régulièrement. Ce qui n'empêche pas de faire des belles photos avec des enfants souriants et des photos émouvantes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la question de la sincérité, finalement... Ils sont heureux de devenir français. Ils sont heureux de devenir français, c'est normal, que la guerre se termine aussi, mais c'est très intéressant ce mélange entre le geste photographique, où il y a toujours une part, évidemment, ne serait-ce que par le choix de cadrage de sujet, aucune photographie n'est totalement innocente, mais là on peut à la fois la décrypter et puis aussi ressentir une émotion. Laurent ? C'est un phénomène en fait qui existe, on va parler que du service, qui existe depuis 1915 en réalité, et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, un photographe, un caméraman, il est envoyé par l'état-major des armées, mais c'était déjà le cas en 1915, c'était l'état-major qui choisissait les sujets pour répondre à une commande. Voilà. Donc il doit répondre à une commande, alors, à l'époque on disait de propagande, aujourd'hui on dit de communication. Voilà. Sachant qu'à cette époque, Germaine Canova est officiellement employée par ce service. C'est plus le temps du freelance où elle est arrivée en Normandie un peu dans les bagages de l'armée. Même si elle n'a pas un statut totalement militaire, elle ne porte pas d'armes, etc., elle est sous uniforme quand même. C'est là la grande différence probablement avec Lee Miller, qui travaille pour le privé. Non, là elle est vraiment au service de l'État français, de l'État, de la République française. Oui, attention. Attention. Voilà. Donc il y a cette part de répondre à une commande de toute façon qui est faite par l'état-major. Ensuite, il y a la subjectivité du photographe, forcément, qui est là, son talent ou pas, la manière dont il voit les choses, la manière dont il veut traduire l'événement qu'il voit à travers son talent photographique. Et puis après, il y a sa liberté, tout simplement, de se dire je ne vais pas prendre que ça. Et ça, c'est probablement, on y reviendra peut-être, l'image, enfin la marque profonde de l'ECPAD, quel que soit son nom, durant ces 111 dernières années. Il y a aussi d'autres photos dont je me demande si elles ont été commandées ou pas. Il y a des photos qui sont très belles, je crois que c'est mes préférées, qui sont quasiment érotiques dans cette image, dans ce... Non mais qui sont à la fois sur donc des soldats américains en train de faire du sport dans le sud de la France, et puis il y a des photos de vacances, quasiment, donc qui sont prises à Aix-en-Provence puis à Nice parce qu'elles passent par là, qui sont des photos vraiment très solaires, quoi, de gens qui se baignent, qui font du kayak, qui sont etc., etc. Ce qui est très intéressant parce que ça renvoie aussi aux temporalités de la guerre. En fait, personne ne passe 8 mois d'affilée, enfin pas en Ukraine aujourd'hui, mais personne ne passe 8 mois d'affilée dans une tranchée. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des temps de repos, de ressourcement, on va faire autre chose, on envoie les gens se reposer, etc. Bref, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans cette collection que... Alors, je ne sais pas si elles ont été diffusées sur le moment ou si ça renvoie à d'autres choses, mais de montrer ces contours, disons, un peu plus sexy de la vie de militaire que simplement les photos qu'il y a aussi de gens qui découvrent des camps de concentration. C'est pas exactement les mêmes genres qui se côtoient dans ce livre. Tout à fait. Mais au moment donc, où elle fait ses photographies dans le sud de la France, elle suit essentiellement l'armée américaine, tout simplement parce que l'armée américaine est encore en guerre, contrairement à l'armée française. Et la capitulation de l'Allemagne a eu lieu 2 mois auparavant. Et donc justement, elle est dans un autre discours et dans une autre liberté de discours, et finalement pour pouvoir éventuellement même choisir ces sujets, et il y a de fortes chances qu'elle puisse avoir proposé des sujets pour dire moi je travaille toujours pour le SCA, que pensez-vous si je vais faire, étant moi-même en plus elle était forcément anglophone, donc voilà, sans doute une proposition d'aller faire des reportages dédiés à l'armée américaine. Ces images, on ne les a pas retrouvées utilisées dans des journaux, à ce jour en tout cas, mais on peut considérer que, étant donné que l'armée américaine finalement va sortir de guerre à la fin de l'été 1945, il n'y aura pas le temps finalement de promouvoir la vie des soldats américains pendant l'été. Sachant que c'est aussi une vie où il y a une part d'illusion, parce que ces hommes qu'elle photographie de dos, cette musculature au soleil, etc., c'est des prisonniers, c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont commis quelques délits, voire crimes, notamment parmi les
populations libérées, on peut le penser. Donc il y a une ambiguïté aussi qui se voit pas immédiatement à l'image, mais elle photographie un camp disciplinaire de ces soldats américains. Oui, c'est la particularité de cette séquence, effectivement, dans le livre, vraiment quelque chose de particulier, parce que le Delta Camp américain, il est énorme et nantes qui s'étale vraiment sur plusieurs centaines d'hectares, et elle a choisi vraiment d'aller dans le camp pénitentiaire, vraiment, où les soldats américains qui ont tenté qui ont commis soit quelques délits ou que sais-je, doivent stationner quelque temps pour être remis au pas. Et donc, c'est aussi un peu, je ne vais pas dire pas un pied de nez, mais comment dire, en tout cas un pas de côté, encore une fois, pour montrer une autre facette méconnue, sans doute, de la représentation de l'armée américaine à ce moment-là. Juste par ainsi, ça m'a fait penser, ces photos, il y a une des photos qui ressemble presque exactement à celle qui est en couverture du livre de Pauline Perrette, Une armée noire, Fort Huachaca, sur le camp semi-disciplinaire des soldats noirs américains de la Deuxième Guerre mondiale, c'est très frappant. Et puis Alexandre y faisait allusion, des photos presque érotiques aussi, avec ces jeunes femmes du Women's Army Corps qui sont photographiées, alors là, avec tous les codes, aussi bien, on va dire, de la photo de mode de l'époque, en maillot de bain, que du consumérisme naissant, parce que l'inévitable bouteille de Coca-Cola à la Libération fait son apparition. Oui, on sait ainsi qu'elle est évidemment photographe de métier, qu'elle suit effectivement ce qui se fait en matière de photographie et en matière de magazines et de reportages, et donc elle s'inspire complètement de ces nouveaux narratifs que l'on trouve dans ces magazines, et d'ailleurs elle finira par travailler pour certains de ces magazines photographiques. Si on revient un instant sur ce moment fin 1944, début 1945, où elle travaille donc pour les autorités françaises, on a parlé de la dimension Alsace libérée à mettre en avant. Il y a d'autres dimensions qui sont intéressantes, c'est notamment tout ce qui concerne l'Empire colonial. Il y a pas mal de photos qui montrent des soldats, notamment des soldats musulmans en prière, qui montrent que c'est une armée finalement, une armée intégratrice, une armée patriotique, où tout le monde a son rôle à jouer. Là aussi, Laurent, il faut sans doute le relier au contexte de ce moment où on a déjà eu la conférence de Brazzaville. Il est très clair pour De Gaulle et les autorités de l'époque, contrairement à ce qu'on a pu écrire d'ailleurs, que la décolonisation n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et donc, c'est important de montrer cette image-là. Oui, elle doit montrer la France combattante sous tous ces aspects. Donc, en effet, les troupes coloniales sont présentes. On peut même... Constance me confirmera ou pas, il y a même une forme de tendresse de sa part vis-à-vis de ses troupes, puisqu'elle les prend dans des situations de la vie quotidienne où elle s'intéresse à leur quotidien, à la pratique musulmane dans certains cas, d'autres, un blessé là, qui est tatoué. Enfin, il y a des scènes assez fortes. Et elle est avec un bataillon de zouaves porté, donc là aussi, qui est en partie seulement composé de soldats venant probablement d'Afrique du Nord, évidemment. Donc elle partage le quotidien, elle photographie ce qu'elle voit, et probablement, encore une fois, qu'elle répond à une commande. Il faut montrer l'armée de la France libre dans toutes ses composantes. Y compris FFI intégré, une armée où ça se passe bien, alors qu'on sait que dans la réalité, il y a eu du tirage. C'est un peu plus compliqué, mais c'est pas ce qu'on communique, évidemment. Oui, c'est vrai. Mais il faut comprendre, ces photographes de l'armée, ils sont complètement acquis à la cause. Ils sont contents de mettre leur savoir-faire pour répondre. Voilà. Donc, ils ont leur pratique, mais ils sont contents de répondre à ce discours-là. Et ensuite, donc c'est la fin de la guerre, on l'a dit un peu, Germaine Canova, alors elle disparaît pas tout de suite, elle fait des photos de réfugiés, etc. Enfin, mais peut-être il faut parler un peu de son séjour en Allemagne quand même, là, les photos des villes allemandes, parce qu'elles ressemblent à toutes celles qu'on a vues des dizaines de fois, mais il y a peut-être un regard singulier sur... je pense à cette photo avec tous les noms des personnes. J'avais pas vu ça auparavant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, et là, on sent aussi que son regard et son discours s'humanisent un petit peu aussi et prend un peu plus de recul et perspective quand elle rentre sur le territoire allemand, justement, où elle va considérer les Allemands aussi qu'elle doit profondément ne pas aimer, voilà, mais qui pour autant elle a une sorte, je ne vais pas dire d'empathie, mais de considération pour ces civils qu'elle va considérer comme aussi des victimes collatérales d'un conflit qui est démesuré. Et donc elle photographie effectivement des portes de maisons sur lesquelles il y a des noms, et les gens ont laissé des messages pour dire nous sommes tous vivants. Et nous sommes allés nous réfugier à tel endroit. C'est au cas où on vient les chercher. Voilà, quelqu'un vient chercher. Parce que comme la maison est en décombre, si quelqu'un arrive devant les décombres, il va se dire bon. Voilà, sont-ils vivants? Où est-ce qu'ils sont? Donc les gens laissent des traces de vie, de leur vie, laissent des messages du fait qu'ils sont vivants. Et voilà, et elle dit dans sa légende qu'elle trouve ça poignant.
Il y a peut-être une photo qu'on pourra mettre, Alexandre, c'est celle, moi, que je trouve visuellement une des plus réussies, celle de ces Français prisonniers qui, ou en tout cas, je ne sais pas s'ils étaient prisonniers ou s'ils travaillaient en Allemagne, qui passent avec leurs valises devant des Allemands devenus prisonniers. Cette inversion des rôles, elle est visuellement très, très frappante. Tout à fait, on est vraiment et puis dans un moment de binarité qu'elle interroge aussi finalement, c'est-à-dire que et sur la page en face, voilà, il y a un portrait d'un prisonnier allemand, voilà, et elle précise qu'il est en train d'être fusillé à ce moment-là. Lui qui voulait nous tuer hier, il est fusillé aujourd'hui, donc elle interroge vraiment, voilà, cette binarité, et ce qui nous fait penser qu'elle interroge davantage le sens de la guerre. Et ensuite, qu'est-ce que ça devient, un fond comme ça? Donc, je l'ai dit, elle passe à... Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire c'est des photos qui sont exploitées sur le moment pour les besoins de la propagande de guerre ou ça peut passer dans divers magazines civils, etc. Et ensuite, quoi? On referme le dossier, on referme la boîte et c'est oublié, enfin, au SHD pendant... Enfin, c'est pas au SHD. Pardon, pas au SHD. Non, mais à l'ECPAD pendant... Non, mais c'est-à-dire que... Comment on vit un fond comme ça, puisqu'on le redécouvre, c'est donc qu'on l'a un peu oublié. En gros, une fois qu'un dossier documentaire d'un moment précis est constitué, c'est quoi la suite logique ? Alors ce fonds d'archives, il a été collecté, enfin pas collecté, mais il a été rassemblé juste après la Seconde Guerre mondiale au fort d'Ivry-sur-Seine, là où sont conservées toutes les archives, et installé le CPAD depuis cette date. Et donc, très vite, il y a quand même des tirages qui sont faits, parce que ce fonds d'archives, il est déjà à destination de tous les gens du ministère depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, tout le monde peut venir normalement quand même le consulter, en tout cas, pour des travaux d'histoire, de recherche, voilà, ou de communication, voilà, ou historique, pour les appeler, etc. Il ne faut pas oublier aussi le SCA et le CPA a été un grand centre de production aussi de contenu pour tous les militaires qui ont fait leur service militaire. Donc c'était un centre de production, donc il fallait créer des contenus. Donc d'abord on a fait des tirages, donc ces images elles existent sur des tirages en album, et puis après est venu le temps de la numérisation. Donc évidemment toutes ces archives historiques ont été numérisées et sont aujourd'hui complètement numérisées. Donc on conserve tous les négatifs précieusement au fort d'Ivry-sur-Seine, et donc c'est numérisé, mis en ligne pour tout le monde, et à chaque temps de commémoration, bien sûr, c'est le moment de réinterroger aussi ces images. Il faut toujours les re-questionner, et on voit que plus ça avance, et chaque anniversaire venant, eh bien, à chaque commémoration, il y a un nouveau sujet. Voilà. Et c'est vrai que le CPAD s'intéresse beaucoup à ces auteurs, finalement, aussi. Il y a une vertu immédiate qui quand même a pu être mobilisée, y compris pour des procédures au moment de la fin de la guerre, c'est la vertu dénonciatrice, parce qu'il y a tout un pan qu'on n'a pas encore abordé, c'est le pan de dénonciation des violences nazies, sous deux volets particulièrement. Peut-être on va revenir après sur les photos du camp de concentration, mais il y a aussi ces photos de Bretagne, ces photos du secteur de Lorient, où on voit les corps de résistants qui ont été enterrés dans des fosses communes, et ces Allemands forcés de défiler devant. Alors je connaissais la pratique pour l'Allemagne et pour l'Est de l'Europe plus généralement. On a forcé des Allemands à en quelque sorte acter l'existence de choses qu'ils n'avaient pas voulu voir. C'est la première fois que je vois ça pour le cas français. Ça a dû évidemment arriver plus souvent, mais c'est très frappant qu'elle photographie ce moment-là. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien de morbide sur les corps des résistants eux-mêmes. On voit un moment, une tentative de retrouver un corps, mais il n'y a pas de gros plan, il y a pas, il y a une mise à distance. Par contre, on met quand même en avant, alors il y en a peut-être que vous n'avez pas, choisi. Oui, voilà. Mais en tout cas, dans le livre, c'est ce qui ressort. Et puis, cette idée qu'on va mettre quand même les bourreaux face à leurs crimes. On n'a pas tout mis, effectivement, mais ça, avant que Constance précise les choses, ça renvoie à une notion qui est très importante pour tous nos soldats à travers le XXe siècle, c'est la notion d'image-preuve. C'est encore un terme qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent, mais qui est très présent dans les armées, surtout depuis la judiciarisation des OPEX, où il faut montrer ce que font les soldats aussi pour prouver surtout ce qu'ils n'ont pas fait, ou pour prouver ce que l'ennemi a fait. Et voilà, donc on est rentré aussi là, depuis quelques années, dans un concept encore plus détaillé, plus précis sur ce volet-là, mais
très clairement, quand elle est à Port-Louis, elle fait des images preuves pour montrer que des jeunes maquisards ont été abattus par les Allemands. Oui, et puis elle montre aussi comment on procède à l'identification, comment on fait qui était là, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on déterre, comment on aligne, voilà. Donc on procède vraiment à l'identification, mais c'est une pratique, c'est vrai, là on voit vraiment les soldats, et c'est une pratique quand même de mettre en scène aussi l'ennemi sur la même image que le crime, finalement. On met le responsable, le bourreau et son crime. C'est vrai pour l'armée allemande. Et puis évidemment, il y a des cas, beaucoup aussi de civils, peut-être que vous pensiez, faisaient allusion à ça, notamment ce qu'on appelait la pédagogie de l'horreur, où on a fait défiler des civils allemands à Dachau, voilà, pour qu'ils prennent conscience que voilà, ils vivaient à 200 mètres d'un camp de concentration. Là, c'est les photos bretonnes, elles datent du 23 mai 1945, c'est-à-dire que la guerre, en théorie, est finie depuis 15 jours sur le front ouest, mais ces fameuses poches de l'Atlantique ont mis plus de temps à se rendre, on en avait parlé aussi à ce micro, et du coup, il y a la guerre après la guerre, et c'est aussi documenter ces crimes. On sait si ça a été utilisé dans une procédure ou si ces gens ont été inquiétés, ces officiers allemands responsables de ces massacres. Bon. Je crois je crois qu'ils ont été jugés ensuite, ça c'est dans le fond justement du service historique, le fond de la justice militaire, oui. Mais est-ce que les photographies ont été utilisées, ça je ne sais pas. Il faudrait voir le dossier de procédure. Oui, tout à fait. C'est le général Farnbacher d'ailleurs qui défile, qui était vraiment le chef de la poche de l'Orient. Et donc, effectivement, est-ce que ça a servi à l'époque en tant qu'image preuve? Je ne sais pas. Bon, mais autre recherche à faire, autre mémoire de master à lancer sur la question. Mais en tant qu'image dénonciatrice, on peut dire que ces images du camp de concentration de Wengen, par exemple, la découverte du camp, elles ont été utilisées dans Nuit et brouillard, par exemple. Donc certaines images de Germaine Canova ont été utilisées dans le film. Oui, tout à fait. Alors peut-être qu'on peut parler de ce moment, je crois que c'est en avril 1945, donc c'est le moment où elle est en Allemagne. Avril, elle photographie des ruines, elle photographie des civils, elle photographie des véhicules américains qui avancent. Bon, les photos, c'est classique de ce moment de la guerre. Et puis, il y a un camp qui n'est pas le plus grand, le plus emblématique, mais où on retrouve les mêmes dispositifs, les mêmes chalits, les mêmes déportés émaciés en uniforme, les mêmes morts qu'il faut inhumer, identifier, etc. On sait comment elle s'est trouvée à cet endroit-là ? Il a une spécificité, c'est qu'il a été découvert par l'armée française, ce camp, contrairement peut-être à d'autres camps. Voilà, c'est vraiment les Français qui tombent dessus. Par exemple, le 7 avril, elle a déjà 2 collègues qui, 3 jours après, sont là, mais c'est elle revient encore, parce que de toute façon, les camps, on sait, ils sont vraiment après pris en charge sur plusieurs semaines. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que 6 jours après la découverte de ce camp, elle fait un constat encore extrêmement dur de l'état des détenus. Et donc, ça, on sait que ça a eu un lourd impact et qu'elle fait vraiment attention à ce qu'elle va rendre. On comprend que l'image toute seule ne sera pas suffisante. Donc, elle laisse une longue légende d'origine pour envoyer au siège à Paris. Je vous envoie des images, voilà ce qu'il faut comprendre. Ça se passe comme ça. On prend les prisonniers, ils sont très très jeunes. Il y a d'abord une tente pour les nettoyer, puis une tente pour recueillir leurs témoignages. Elle explique vraiment tout ça en laissant ça et là, des témoignages en disant que l'odeur est insoutenable, que c'est incroyable et que c'est innommable. Voilà, donc là, c'est comme si aussi elle se doutait qu'on pourrait remettre en question les images. Voilà, ne pas les croire. Et donc, elle ajoute son témoignage et la description du reportage. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas le cas dans tous les camps. Souvent, les photographes montrent l'horreur directement, mais pas la prise en charge par l'armée qui vient de libérer le camp. Et on a travaillé un peu avec Tal Brutman sur ce sujet. On lui a montré les photos et il était assez étonné de certaines qui montraient des choses qu'il n'avait jamais vues sur d'autres camps de concentration où le photographe était obnubilé par les cadavres, par les survivants décharnés, mais pas par cette prise en charge qu'elle documente étape par étape, et ça donne des photographies assez étonnantes. La fin de la guerre n'est pas tout à fait la fin de son activité. Alors, il y a le moment où elle quitte le SCA, donc c'est le 8 septembre 1945. Est-ce qu'on sait si c'est de son propre chef? Est-ce que c'est le fait que le service diminue parce que, voilà. Alors, ceci dit, il y a quand même des guerres coloniales qui, sans tout à fait dire leur nom, vont démarrer. On aurait pu imaginer une Germaine Canova en Indochine, en Algérie, mais clairement, c'était pas son choix. Donc ça, c'est en septembre 1945. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle quitte le service, mais elle quitte pas tout à fait l'univers guerrier. Qu'est-ce qui se passe pour elle à ce moment-là ? C'est ça qu'on a vraiment voulu mettre en avant dans le livre, c'est que finalement, ça s'arrête pas là. Elle est fortement marquée par la guerre. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le monde combattant, la France libre, le maquis, le SCA, l'Allemagne, où vraiment, là, elle vit
c'est son expérience combattante en Allemagne en réalité. De toutes les femmes, aucune autre femme ne peut être aussi près du front qu'elle. Elle ne peut pas porter les armes, et même une infirmière, etc., est un peu à l'arrière du front. On ne peut pas être une femme et être aussi près du front à cette époque. Et donc, elle s'engage toujours un peu plus loin, et sans doute que elle travaille à l'été 45 encore pour le SCA, mais finalement veut poursuivre. C'est que la guerre, même si elle est terminée, elle a des suites, et elle veut témoigner encore, elle veut poursuivre. Oui, c'est presque un twist, parce qu'on aurait pu se dire, avec les photographies des infirmières américaines en maillot de bain, on va rebasculer vers la photo de studio, la photo de mode, la photo légère, et en fait, elle va en Pologne. Finalement, elle va en Pologne. Mais elle va en Pologne non seulement pour l'administration des Nations Unies, mais aussi quand même pour des magazines photographiques comme le Picture Post ou Parade Magazine. Oui, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a une économie de la photo à l'époque qui fait qu'on peut travailler pour un organisme officiel ou pour le privé ou pour les deux, et du coup vendre ces photos, notamment de la Pologne. Alors en Pologne, il y a des photos quand même qui sont très... Là aussi, elles s'inscrivent dans un continuum. On a déjà vu une partie de ces images, ou des images comparables du ghetto de Varsovie où il n'y a rien, il n'y a que des pierres. Mais ça reste évidemment très, très frappant. Oui, tout à fait. Il y a des photographes, notamment un photographe qui s'appelle John Vachon, qui a travaillé aussi pour l'UNRWA, à la même époque que Germaine Canova, au même endroit. Et voilà, donc c'est des photographies qui sont extrêmement présentées. Et là, on a pris vraiment une sélection. Je rappelle, donc il y a vraiment une trentaine de photographies dans l'ouvrage qui sont inédites et tirées des archives privées, du fonds privé de la famille qui a bien voulu nous les prêter. Et donc ces photos, elles continuent vraiment de vouloir témoigner comme si elle était encore elle-même empreinte de ce qu'elle avait vu, vraiment de montrer encore un peu des choses horribles, et en même temps on a toujours ce regard un petit peu, je vais pas dire lumineux, mais humain, c'est-à-dire montrer des gens qui sourient, toujours. Je pose la question, mais je devine un peu la réponse, parce que vous avez mis du temps à un peu retrouver sa trace. Est-ce qu'elle est décorée ? Est-ce qu'il y a des articles sur elle dans la presse de l'époque ? Est-ce que c'est quelqu'un, Germaine Canova, photographe de la France libre ? Ou est-ce que finalement, c'est quelqu'un qui a joué son rôle et puis qui reste au second plan ? Non, elle va quand même rester au second plan malgré ça. Elle a effectivement été décorée en juillet 1945. Elle a reçu la Croix de guerre avec étoile de bronze pour son courage, notamment le 21 et 26 avril 1945 en Allemagne lors de des libérations de Fribourg et de Fützen, où elle est vraiment à côté des mitrailleurs, elle risque sa vie. Elle voit des morts, elle voit des blessés. Elle est vraiment au feu. Au passage, des femmes récipiendaires de la Croix de guerre, il ne doit pas y en avoir non plus des dizaines de milliers. Non. Il faudrait regarder précisément, mais c'est quand même assez singulier. Ouais. Oui, tout à fait. Et finalement, est-ce qu'on a parlé d'elle ? Alors, en tout cas, pas au sein à l'époque du ministère ou de la guerre, parce que de toute façon, les photographes, hommes ou femmes, n'étaient pas mis en avant. Leurs travaux n'étaient pas mis en avant. Et quand leurs photos étaient utilisées dans la presse civile, on nommait à peine les photographes. Et c'est vrai que... même parfois le même problème pour les photographes civils. La création de Magnum par CAPA, c'est aussi pour répondre à cela. CAPA le dit très très bien. Oui. A priori, il y aurait eu 950 femmes françaises qui auraient eu la Croix de guerre, mais c'est consulté un peu rapidement tout en enregistrant. Je voulais vous demander si quelqu'un qui nous écoute voulait voir ces photos en dehors du livre. Est-ce qu'une partie peut se voir sur le site internet de l'ECPAD ? Bon, alors, d'abord, le CPAD, c'est un service public d'archives. Donc ça veut dire qu'il respecte la loi, le code du patrimoine, et que donc toute personne, pas forcément les citoyens français, mais toute personne, dit la loi, peut avoir accès à ces archives, aussi bien à distance, ça c'est évident sur un site internet, qui aujourd'hui s'appelle Image Défense, mais qui va changer dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Il faudra venir sur ecpad.fr, et tout ce qui est actuellement sur le site Image Défense en fait va basculer sur un logiciel beaucoup plus professionnel, un logiciel d'archives, de mise en ligne d'archives beaucoup plus professionnel. Et puis ensuite dans notre médiathèque au Fort d'Ivry qui est ouvert 5 jours sur 7 et sur lequel il suffit de s'inscrire en ligne, non pas pour fliquer les gens mais tout simplement pour mieux les accueillir, et il peut avoir accès aux originaux en cas de besoin. Alors c'est important parce qu'on peut le dire, moi j'ai travaillé sur la Grande Guerre, longtemps le CPAD c'était un peu compliqué. Il faut absolument le dire, le CPAD avait une très mauvaise réputation parmi à la fois tous les chercheurs mais aussi les militaires, de très grandes difficultés à se procurer des photos et impossibilité à peu près à les utiliser
en raison de contraintes, et de limitations qui se comprennent pour certaines. Faut dire qu'il y avait cette image de coffre-fort qui ne s'ouvre à peu près jamais. Non, mais c'est tout à fait vrai. Et visiblement, ça change, mais il faut se remettre dans l'optique de ce qu'était l'établissement. C'est-à-dire, c'était un établissement qui était tourné exclusivement vers le ministère. Il ne répondait qu'aux besoins des services de communication du ministère. Et on a beau avoir été créé en 1915, la première salle de lecture est créée en même temps en 1915 avec les fameux albums Valois qui sont aujourd'hui à la contemporaine, c'est-à-dire qu'il y a un accès au public en 1915 et pourtant il va y avoir ces difficultés ensuite. Et il faut attendre seulement 2022 pour que le service devienne officiellement, par un changement de son décret d'organisation, un service public d'archives, c'est-à-dire qui accueille le public de manière réglementaire. Alors, la médiathèque ne s'est pas ouverte en 22, elle existait auparavant, mais effectivement, le CPAD, malheureusement, avait cette réputation négative, alors soit de boîte à fric, soit de je ne sais trop quoi. Il y a eu plein de choses. Aujourd'hui, en effet, ça tourne, on le voit. Là, ce livre est aussi une preuve de sa transformation. Il reste un service très opérationnel qui projette des soldats en opération. On a des équipes en ce moment sur le terrain et en même temps, c'est un service culturel, comme un autre service d'archives. C'est un service pédagogique avec une enseignante agrégée qui est affectée chez nous et on reçoit des professeurs, on reçoit des classes, on va former. Enfin, voilà, c'est un mouton à 5 pattes, unique en son genre. Dont la culture est en train de changer, ce qui évidemment pour une institution à la fois ancienne et militaire est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, mais là c'est une transformation qui est bien engagée. Qui est très bien engagée et surtout qui s'affirme par une reconnaissance d'abord par le ministère lui-même de cette évolution. Mais ce qui renvoie à des évolutions plus profondes de la communication des armées et de ce que le ministère a envie de montrer et surtout, et c'est là où c'est important, du contrôle que le ministère avait pendant longtemps envie de marquer sur tous ces organes, sur tout ce qui communiquait et qui pouvait contrôler quand il le pouvait. Et en l'occurrence, tous les fonds de l'ECPAD sont des choses qu'il a toujours pu contrôler. Donc c'était aussi une manière d'ouvrir ou pas la porte. Et je veux dire, c'est connu. Plein de gens qui ont voulu faire des livres, qui pouvaient pas avoir accès aux photos de l'ECPAD ou à des prix prohibitifs, etc. Et c'est vrai qu'il y a la question des prix parce qu'on est sur des archives qui sont grévées de droits d'auteur. Donc voilà, le CPAD respecte bien ses droits d'auteur. Donc voilà. Néanmoins, il faut quand même noter que le CPAD est un des premiers services comme ça à avoir entrepris des plans de sauvegarde de numérisation colossaux de masse pour justement numériser et pouvoir communiquer plus facilement ces archives dès le milieu des années 2000. Voilà, on a eu des premiers PSN donc, qui ont permis vraiment de faciliter quand même la communication des images, des plaques de verre de la Première Guerre mondiale qui ne sont pas faciles à sortir, qui restent fragiles effectivement et qui pouvaient peut-être à l'époque donner l'impression qu'on les était sortis que pour certains chercheurs ou certaines modes. Et aujourd'hui, maintenant, la question se pose pas parce que tout est en ligne. On est passé vraiment d'un service de documentation à un service d'archives. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est peut-être un petit peu difficile de comprendre la différence, mais quand vous faites de la documentation, vous n'êtes pas ouvert au public forcément. Quand vous êtes un service public d'archives, vous êtes obligé d'obéir au code du patrimoine. Et donc, toute personne, je le disais tout à l'heure, y a accès. Donc, c'est un changement de philosophie très fort où, justement, les besoins de maîtriser la communication n'existent plus parce que c'est pas un service de com ou le ministère qui décide, c'est la loi. Et la loi, elle est très claire, à la fois sur les secrets qui sont protégés par elle-même et les délais qui s'y appliquent. Et alors j'en profite pour vous dire qu'il y a très très peu de documents chez nous qui ne sont pas accessibles. Alors pour des raisons évidentes, déjà que la première, c'est que comme ces documents étaient destinés à la communication, forcément, normalement ils sont librement communicables, ils sont montrables, il n'y a pas de secret. Et mais parce qu'il y avait une volonté du ministère. Oui, il y a des équipes en OPEX. Je veux dire, ça fait des décennies qu'il y a toujours une équipe de CPAD en OPEX. Et du coup, s'il y a aussi des photos, des témoignages absolument exceptionnels pris au cœur elles sont des OPEX, communicables pour la plupart. Voilà, donc dont acte et un message à passer parce que pendant longtemps ça n'était pas facilement communicable et en tout cas très difficilement travaillable et réutilisable. Et le fait que ça ait changé, c'est aussi pour ça qu'on en parle parce que ça veut dire que, y compris des gens qui se sont heurtés à ça par le passé, les choses changent ou ont changé et que du coup ça vaut le coup de regarder, de retourner voir à nouveau frais.
Oui, bien sûr. Et nous, on attend que ça d'ailleurs, parce qu'il faut pouvoir réinterroger toujours les fonds pour pouvoir au mieux les valoriser, réinterroger, les mettre au cœur d'une nouvelle historiographie. Donc nous, on invite les historiens à s'emparer des photos, des fonds, pour comprendre leur contexte de production et de diffusion. Moi, si je remets ma casquette de prof, cette année, j'ai eu beaucoup de plaisir à aller chercher des photos des troupes françaises au Levant dans les années 1920, des photos incroyables pour illustrer un cours. C'est quoi la prochaine pépite des fonds que vous allez nous sortir ? C'est mois de juin. Nous sommes regroupés, c'est une histoire de production documentaire, nous nous sommes regroupés avec le Musée Albert Kahn et la médiathèque du patrimoine et de la photographie pour sortir un très gros ouvrage sur les autochromes, la pratique des autochromes, donc entre 1915 et 1918-19, on va dire, pour les plus tardifs qui seront dans le livre. Et donc ça, ce sera un très très beau livre sur la photographie en couleur. Voilà, en couleur, nativement en couleur, et pas colorisé par tel ou tel IA ou logiciel par plus ou moins. Ce procédé inventé par les frères Lumière à la fécule de pommes de terre. Parmi les plus belles photos de la Grande Guerre, en particulier Castelnau-Cuville, tous ces gens. Prochaine pépite, mois de juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Donc on rappelle les références de ce ouvrage, Germaine Canova, photographe de guerre, judicieusement intitulé, et donc paru aux éditions de l'ECPAD. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast coproduit, co-animé par Alexandre Jublin et André Loez. Et comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux, sur les outils d'Apple Podcast, de Spotify ou de YouTube. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.